Voilà monsieur, bonsoir. Toujours heureux de vous savoir nombreux à regarder ce programme. À 38 ans, il incarne certainement la nouvelle génération d'hommes politiques camerounais. Cette jeunesse, sa jeunesse, cache mal une expérience savamment acquise au fil des batailles politiques qui jusqu'ici a certainement su gagner. L'une des victoires les plus parlantes à son actif est son entrée à l'issue des élections municipales du 30 septembre 2013 en qualité de conseiller municipal à la mairie de Douala 4e. On ne le dit peut-être pas assez, mon hôte de ce soir est avant tout un homme d'affaires qui crée sa propre entreprise en 1996. Il avait alors 17 ans. Un petit tour dans plusieurs pays étrangers le conduit au Portugal où il crée une autre entreprise dans le secteur des hydrocarbures. Revenu en 2000 au Cameroun, il lance 2 ans plus tard un parti politique, Peuple Uni pour la rénovation sociale, le PURS, où il est investi au poste de premier secrétaire. D'ailleurs, en juin 2017, son parti fait de lui le candidat à l'élection présidentielle de 2018. Très présent sur les réseaux sociaux, Serge Espoir Matomba participe vigoureusement au débat public et politique sur les grands sujets de l'heure. Des grands sujets de l'heure, il en sera évidemment abondamment question ce soir dans le cadre de cette émission, parce que le premier secrétaire du PUR s'est déjà installé dans le mythique fauteuil rouge. Bonsoir Serge Espoir Matomba. Bonsoir Monsieur Dipita et bonsoir à tous les téléspectateurs d'STV. Très heureux de vous recevoir. Le plaisir est le mien. Un ou deux mots sur votre parcours, j'ai failli dire personnel. Chef d'entreprise à seulement 17 ans, sans cours par les rues. Oui, il faut dire que c'est l'esprit d'entrepreneur que mes parents ont réussi, n'est-ce pas, à m'inculquer depuis le bas âge, parce qu'il faut le dire, et le féliciter d'ailleurs, lorsque mon père essayait de nous amener chacun de nous à comprendre qu'il ne doit pas dépendre d'une autre personne, il ne devrait pas attendre tout de lui. Et voilà, cet esprit m'a animé aux sorties, n'est-ce pas, du secondaire, il faut le dire, lorsque je me suis déplacé pour poursuivre les études, n'ayant pas une forte capacité intellectuelle, mais ayant un bon relationnel, je me suis lancé dans la création d'un cabinet d'études et de viabilisation de projets. Okay. Donc, ce cabinet d'études qui est Espoir LDA, qui existe jusqu'à ce jour et qui fonctionne, a pu connaître plusieurs contrats signés avec des experts. C'est-à-dire j'avais la possibilité d'avoir des marchés par mes contacts et ces experts réalisaient donc ces marchés, j'étais payé et je payais ces experts. Je vais peut-être me redire de plateforme. Voilà comment ma première entreprise voit le jour et c'est ainsi que au fil des années, d'autres entreprises naissent et à ce jour, je peux me réjouir d'être quelqu'un de réussi dans ce domaine-là. Dans le domaine de... Vous faites spécifiquement dans quel secteur désormais? Vous embrassez un peu du tout? Il faut dire que j'ai fait, comme vous le dites, j'ai fait dans l'import-export, j'ai fait dans le cabinet d'études de viabilisation de projets, j'y suis encore, j'ai fait dans l'intermédiation, j'ai fait dans les hydrocarbures et plusieurs autres secteurs d'activité. Je fais dans l'agriculture aussi, ça, il faut le savoir, et voilà. Je l'ai dit, vous faites un tour à l'étranger, une expérience qui ressort quand même assez souvent. Quel a été l'apport dans la construction de l'homme politique que vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai pu remarquer dans les différents pays, côtoyer les réalités, les différents peuples, apprendre aussi surtout de ces peuples-là, voir, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça marche ailleurs et pas chez nous. Donc, à partir de cela, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire au Cameroun. Il y a des choses à faire et il ne faut pas forcément aller à l'étranger pour réussir. On peut réussir étant au Cameroun. D'où mon retour en 2007 et mon entrée en politique en 2008 avec ce groupe de jeunes avec lesquels nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, cette plateforme que nous appelons aujourd'hui le PURS, qui est un parti politique. Et à quel moment se fait la mutation de l'homme d'affaires à l'homme politique? Alors, je ne sais pas si mutation il y a vraiment eu, parce que l'homme d'affaires reste homme d'affaires et l'homme politique est homme politique. Il faut dire, M. Dipita, que j'ai côtoyé dans certains pays des très hauts cadres politiques,
J'ai été conseiller des personnalités politiques, dont je tairai le nom ici pour le moment. Et j'ai pu acquérir une expérience politique assez poussée, parce qu'il faut le dire, ce n'étaient pas des personnalités de second rang, mais des personnalités de premier rang que je conseillais. J'ai pu avoir une expérience politique poussée, j'ai été sur le terrain, bien qu'étant à l'étranger, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose de positif dans la construction, n'est-ce pas, de notre nation. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis 2008 que nous sommes sur le terrain. À défaut d'avoir les noms éventuellement de ceux-là qui ont bénéficié certainement de vos conseils, on pourra au moins savoir s'ils sont proches du pouvoir ou de l'opposition, question de mieux apprécier les fondements de votre idéologie politique. Non, il faut dire que ce sont des personnes qui ont toujours été au pouvoir. D'accord. Vous ne donnez pas l'impression d'être plutôt un parti à l'idéologie RDPCiste. Pas au pouvoir, pas au Cameroun. Je parle de l'étranger. Ah d'accord. Okay. Je parle de l'étranger, pas au Cameroun. Alors, comment est financé votre parti? Alors, notre parti est financé par les contributions des membres. Les membres cotisent, oui, parce que vous savez que la loi des financements des partis politiques au Cameroun est claire. Nous ne pouvons pas bénéficier d'un financement extérieur. Nous avons des financements publics qui sont le fruit, n'est-ce pas, de l'argent du contribuable camerounais, qui sont octroyés aux partis qui ont participé à une élection municipale ou législative et qui a fait 5%, plus ou moins. Et vous avez donc les cotisations des membres, des dons de l'aide des membres. Et c'est ainsi que notre parti politique est financé. Et même si on observe quand même une certaine opacité dans la gestion financière des partis politiques, très peu en disent mot. Hein. Écoutez, vous savez qu'on souffre d'un grand problème de culture politique au Cameroun et de militantisme. Donc, les partis politiques, généralement, sont portés par ceux-là qui sont leaders. C'est pour cette raison que les gens préfèrent ne pas parler du financement, même du fonctionnement des partis politiques en termes financiers et préfèrent garder le calme. Mais toutefois, il y a des personnes qui adhèrent à l'idéologie de certains partis et qui décident de militer véritablement. Et lorsqu'on parle de militantisme, on parle de contribution, on parle de tout ce que vous voulez, d'engagement réel. Et ça me permet de prendre peut-être votre point de vue sur le mécanisme actuel du financement des partis politiques. Et comme vous le dites, tout au moins pour ceux qui ont participé à des élections, il faut avoir un certain minimum de suffrage. Alors, il faut dire que le mécanisme de financement des partis politiques actuels n'est pas mauvais. Okay. Il faut le dire. Vous savez, on a l'habitude de nous dire que, voilà, nous condamnons tout ce qui est en face. Non, il n'est pas mauvais. Le financement des partis politiques répond au fonctionnement même des institutions étatiques. On ne peut pas vous dire que si vous travaillez, vous n'avez pas droit au salaire. La réalité, c'est que la politique au Cameroun est le seul métier que les gens veulent faire, avoir un salaire avant de le faire. Sauf que le financement des partis politiques dit, si vous obtenez lors d'une élection au moins ce 5%, vous bénéficiez d'un montant X. Mais les gens ne veulent pas aller aux élections. Les gens ne s'inscrivent pas. Les gens ne veulent pas devenir des élus. Les partis ne font rien pour avoir des élus, mais veulent bénéficier du financement public. Il s'agit là de l'argent du contribuable. L'argent du contribuable vous est remis pour le travail que vous faites pour ce contribuable-là. Alors, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Des gens arrivent en politique et vous disent, de prime abord, qu'est-ce que je gagne? Mais si tu travailles, tu as un salaire à la fin du mois, puisque le financement des partis politiques le dit clairement. Alors, il est important de le clarifier. Il n'est pas mauvais. Les gens doivent se mettre au travail. Les gens doivent militer dans les formations politiques pour que les formations politiques puissent avoir des financements importants afin de mener à bien leur activité. Monsieur, c'est public, à ce jour, le PUS a déjà engrangé combien de millions de francs CFA issus des financements des partis politiques?
Écoutez, vous savez que... On ne parle pas trop des chiffres. Vous savez que lors de la dernière élection, en 2013, le PURS a pu bénéficier à réaliser des chiffres au-dessus de 5%. Oui, le PURS, je n'ai pas les chiffres exacts. Je vais voir avec certainement ceux qui s'occupent de ce domaine-là, qui sont les personnes chargées des finances du PURS. Pour revenir au fonctionnement interne, dans quelles circonstances êtes-vous désigné comme candidat de votre parti à la prochaine présidentielle? Autrement dit, aviez-vous l'unique candidature? Quel est le mécanisme qui permet dans votre parti de désigner quelqu'un? Alors, nous avons eu un congrès extraordinaire en juin dernier qui visait, n'est-ce pas, non seulement à renouveler les organes du parti, mais à désigner le candidat qui participerait à l'élection présidentielle de 2018. Et en lice, il y avait 2 candidats. Disons 3, un a désisté, 2 sont restés et voilà, au bout de cette bataille rude, Serge Espoir Matomba, que je suis, est sorti victorieux, n'est-ce pas, par une élection. Donc il faut le dire, c'est à partir d'une élection au sein du PURS que nous désignons les candidats. Je ne suis pas un candidat déclaré, je suis un candidat investi par le PURS. Au regard de la querelle des candidats ou des candidatures déjà existantes, on peut dire, ou devrait-je dire, une candidature de plus, ou autrement, quelle offre pour cette autre candidature? Écoutez, jusqu'à preuve de contraire, le PURS a la meilleure offre pour la nation, vous le savez. Nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas levés en 2018 ou 2017 en nous disant que nous allons à la course pour la magistrature suprême. C'est depuis des années que nous y travaillons, c'est depuis des années que nous avons un projet de société, c'est depuis des années que nous mûrissons ce projet de société, c'est depuis des années que nous l'avons proposé aux Camerounais et c'est depuis des années que nous amendons ce projet de société. Parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas la science infuse. Nous approchons des personnes, nos aînés, des personnes même dans l'opposition, comme nous, et nous leur demandons qu'est-ce que vous pensez de ceci, comment est-ce que nous pouvons faire ceci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous constaterez que nous parcourons énormément le terrain. Nous sommes dans les 10 régions du Cameroun. C'est pour toucher des réalités, discuter avec les Camerounais, afin que l'offre que nous avons à ce jour, chaque Camerounais puisse se reconnaître dans cette offre. C'est ainsi que nous avons élaboré cela. Et justement, parlant d'offres, qu'est-ce qui distingue la vôtre des autres? La nôtre est distinguée par la refondation du système éducatif. Vous savez, c'est le point essentiel de notre offre politique. Nous ne pouvons pas construire cette nation sans refonder le système éducatif. En quoi est-ce que ça consisterait? Ça consiste tout d'abord à avoir un nouveau profil de Camerounais, un Camerounais qui soit à mesure de se remettre en question, un Camerounais qui soit en mesure de se dépasser, un Camerounais qui soit en mesure d'accepter la critique et un Camerounais qui intègre la société et transforme la société en ce qu'il voudrait avoir. Donc, ça consiste en cela. Et vous savez que cela va impliquer pas mal de choses dans cette refondation. Et comme nous le disons, vous savez que le calendrier même scolaire va devoir subir un changement parce qu'il est inadmissible que nous soyons dans un pays où les enfants vont, comme nous sommes allés d'ailleurs, à l'école avec 50 degrés de chaleur sur la tête. Non, nous devons tenir compte que l'encadrement scolaire a à voir avec le climat, qui est une chose très importante, l'environnement, qui est encore très important, et puis les méthodes de travail que nous avons. Donc voilà un peu... Concrètement, vous nous referez à l'époque, quand on était jeune, on parlait de mi-temps, 8h, 13h, je crois 13h, 18h. Vous nous ferez cela? Non, ce que nous allons faire est peut-être beaucoup plus grave que ça. C'était juste un exemple. Quand je parle d'un changement du calendrier scolaire, nous allons permettre aux Camerounais de fréquenter avec un climat beaucoup plus abordable. Vous savez, en pleine période de chaleur, ce qu'on fait, en pleine période de chaleur, on prend des congés, on développe notre tourisme intérieur, on va dans des régions à l'intérieur
l'intérieur du Cameroun parce que ça permet aussi une création d'emplois. Pourquoi l'école ne commencerait pas, par exemple, en mars et se terminer en décembre? C'est ce que d'autres pays font. D'autres pays ont adapté leur système éducatif au climat. Et nous avons copié ce que d'autres ont fait sans tenir compte des réalités de notre environnement. Ce sont des réalités que nous devons pouvoir prendre en compte et nous dire, voilà ce que nous avons à faire. Et comme nous le disons, vous savez que nous disons, ce pays va se développer grâce au système éducatif refondé que nous allons mettre sur pied. Il est inadmissible encore de ce jour que nous continuions à former plus de 88% des personnes dans des sciences littéraires. Vous savez que les sciences techniques développent énormément. Tous les secteurs d'activité sont touchés quand vous parlez des sciences techniques. C'est clair que les sciences littéraires aussi ont un apport. Ce n'est pas pour dire que les sciences littéraires ne servent à rien. Non, elles ont un apport. Et il est important aujourd'hui de dire que voilà ce que nous allons faire pour le Cameroun. Nous le présentons d'ailleurs, ce projet. Nous rencontrons les jeunes, nos papas, nos mamans, nous leur présentons ce projet détaillé. Nous avons fait un résumé de 40 pages que nous ventilons, mais le projet en lui-même est à plus de 400 pages. Vous savez que le projet est différent du programme qui va s'appliquer dès que ce projet sera, n'est-ce pas, accepté par tous les Camerounais. Et quelle stratégie donc mettre en branle pour que ce projet puisse vaincre la candidature de Paul Biya, si tant il est vrai qu'en 2018, il serait candidat pour le compte de son parti? Alors, il faut le dire parce que nous ne sommes plus à la phase de diagnostic de ce que M. Biya fait ou peut faire encore pour le Cameroun. Vous savez, après 36 ans, les résultats sont parlants. M. Biya n'a jamais pu présenter un projet concret au Cameroun et un projet réalisable aux Camerounais. Il vous retorquera qu'il y a le libéralisme communautaire depuis 82, qui est quand même une feuille de route. Écoutez, lorsqu'on parle de libéralisme communautaire, vous avez vu dans quoi nous sommes plongés aujourd'hui. Il faut parler avec des faits. Donc, M. Biya aujourd'hui ne peut plus être une solution. M. Biya aujourd'hui est uniquement bon pour la retraite. Et c'est ce que nous lui offrons. C'est-à-dire qu'une retraite aisée qui l'amènera à s'asseoir à la maison et suivre ce qui va se passer dans le pays. Parce que vous savez que sur le plan politique, M. Biya a réussi à clientéliser la population camerounaise. Il faut le dire, avant l'arrivée de M. Biya, il y a 36 ans, les Camerounais étaient beaucoup plus politisés. Les Camerounais avaient beaucoup plus une autre éducation politique et participaient. Mais après l'arrivée de M. Biya, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des personnes qui sont complètement découragées de la chose politique. Nous avons des personnes qui, parce qu'ils doivent manger, vous suivent. Nous avons des personnes qui ne peuvent même pas lire un projet de société. Nous avons des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'adhérer, lutter pour une cause. Voilà ce que nous avons après 36 ans de M. Biya sur le plan politique. Donc, je ne voudrais pas entrer dans des détails, mais si je veux revenir sur le plan économique, vous savez que notre dette publique s'élève à plus de 5 300 milliards à ce jour et que nous sommes déjà en phase avec un plan d'ajustement structurel du FMI. Encore, c'est une catastrophe. Donc, nous ne pouvons pas croire que M. Biya pourra avoir une offre que celle présentée par le PURS. Le PURS a la meilleure offre aujourd'hui au Cameroun. Et le PURS, cette offre, comme je l'ai dit, n'est pas une offre pensée par Serge Espoir Matoma. C'est un ensemble de personnes. C'est pour cette raison, d'ailleurs, quelqu'un m'interpellait encore il y a quelques minutes en me disant si on se connaissait, j'allais vous dire que vous avez copié ce que je pense pour le Cameroun. Comme pour dire que chacun se retrouve dans cette offre politique. Et c'est cette offre qui est la meilleure offre pour la nation. Alors, l'offre en elle seule, en elle-même, ne suffit pas. Si on s'en tient aux chiffres des dernières élections présidentielles, pour ne parler que d'elles, en 2011, il y a quand même 23 candidatures. Des candidatures qui certainement confortent celle de Biya, puisque lui, il est unique, ou alors il a la majorité de ceux qui l'accompagnent face à une kyrielle de personnes qui se battent. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse pour le PUS et tous les autres partis qui sont face à lui?
Monsieur Dipita, ce que vous devez retenir, ce que nous devons retenir ensemble, c'est que 2018, c'est une année pas comme les autres. Vous avez pu constater déjà sur la scène politique qu'il y a beaucoup de changements. Et ce qui est en train de s'arrêter, c'est l'aventure politique. C'est-à-dire que si vous avez connu, nous avons connu en 2011 et d'autres années passées des candidatures fallacieuses, ces candidatures vont forcément s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'offre qui comptera. Mais au-delà de l'offre, comme vous le dites, il y a, n'est-ce pas, ces formations politiques qui existent, avec lesquelles nous sommes en pourparlers, avec lesquelles nous sommes en discussion. Nous ne croyons pas que seuls, nous allons arriver à détrôner un système qui est là depuis 36 ans. On parle de 36 ans de règne sans partage. On parle de 36 ans d'un autocrate qui a transformé un pays en une mini-dictature. On parle de cela. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes en pourparlers avec plusieurs formations politiques. Et laissez-nous vous dire que les bonnes choses arrivent. Une chose est sûre et certaine, c'est qu'en 2018, M. Biya, et ce système sera ébranlé. En 2018, M. Biya aura face à lui un seul candidat, ce que je devrais retenir aussi. Alors, je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce piège, ou alors que nous tous nous tombions dans ce piège, parce que c'est un piège. M. Biya aura en face de lui des candidats qu'il mérite d'avoir en face de lui. Autrement dit, les concertations entre partis politiques que vous faites ne sont pas spécialement pour désigner un candidat. Les concertations se font, les concertations vont aboutir à quelque chose de positif pour le Cameroun. Et laissez-moi vous dire, au moment venu, vous verrez, vous aurez le résultat des concertations. Alors, l'opposition dans son ensemble, pour le dénoncer, évoque beaucoup la question du code électoral. Ont deux points qui sont tout le temps critiqués. Et dans le débat public politique, il y a quand même des voix qui se disent qu'il faut absolument que ce code, qu'on n'y aille pas dans ces conditions-là. Il y a d'autres qui estiment que non, il faudrait y aller, éventuellement essayer de convaincre le maximum de personnes pour non seulement s'inscrire, mais aussi voter et surtout protéger leur vote. Vous êtes dans quelle approche? Alors, il faut déjà dire, si je peux revenir sur votre question précédente, que parmi les candidatures, vous avez des candidatures fabriquées par M. Biya. Donc, il faut, moi, je ne les connais pas. Non, je veux dire que vous avez des candidatures fabriquées par M. Biya qui vont arriver. Donc, il faut éviter d'amener le peuple camerounais à tomber dans ces pièges de candidatures uniques. Parce que ceux qui ne seront pas fabriqués par M. Biya et qui se concertent, qui présentent une candidature, ils peuvent avoir en face 5 autres candidats, mais 4 sont des candidats fabriqués par M. Biya, comme ils peuvent avoir 6 autres candidats et 2 ne sont pas, ou 3 ne sont pas des candidats fabriqués par M. Biya. C'est pour tout simplement dire que c'est un piège de la candidature unique. Ce qui est sûr et certain, les concertations sont en cours avec plusieurs formations politiques et au moment venu, vous aurez les résultats. Pour revenir donc sur votre question du code électoral, c'est une problématique que nous avons posée depuis 2010. Nous avons rencontré les dirigeants de l'ECAM. Nous leur avons fait des propositions sur la modification, n'est-ce pas, que notre code électoral pouvait subir. Bon, ils nous ont dit, ils nous ont répondu comme d'habitude, nous faisons ce que nous pensons et au moment venu, vous verrez les résultats. Et plusieurs forces politiques se sont aussi levées, faisant des propositions pour la modification du code électoral. Nous y sommes encore à ce jour, nous faisons ces propositions. Toutefois, nous disons, ce qui est d'ailleurs clair, M. Biya ne va jamais organiser une élection pour la perdre, ou alors il ne va pas façonner le code électoral en faveur des partis de l'opposition. Il façonnera le code électoral pour qu'il puisse rester éternellement au pouvoir. Mais il va de notre devoir de le comprendre. Il va de notre obligation de faire ce qui est nécessaire pour gagner M. Biya, même avec ce code électoral. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé une campagne massive et nous le faisons tous les ans, M. Dipita, vous le savez. Nous appelons les Camerounais à s'inscrire. Nous leur demandons d'aller, de se préparer parce que nous allons à l'assaut
n'est-ce pas, non seulement des municipales, des législatives, mais de la présidentielle. Vous savez, aujourd'hui, je peux me targuer d'être un élu dans cette République. Le code électoral n'a pas changé pour que je devienne élu. Plusieurs formations politiques ont des élus dans ce pays. Ce n'est pas parce que le code électoral a forcément changé qu'ils ont ces élus. Mais nous pouvons nous organiser de telle sorte que nous puissions battre M. Biya avec son code électoral et avec ces gens, ces personnes qui organisent les élections. C'est possible, ça s'est vérifié dans d'autres pays. Le Cameroun n'est pas une exception. Nous devons le faire et nous allons le faire. Donc il faut le dire, la refonte ou alors une révision du code électoral est importante, mais en attendant, nous devons nous organiser pour dire à M. Biya, trop c'est trop, vous êtes bon pour la retraite, allez en retraite, vous allez aller de façon démocratique, alors nous allons vous gagner dans les urnes. Et j'observe avec beaucoup d'attention que vous prenez bien soin de ne pas révéler les autres partis qui sont dans cette discussion avec vous. Écoutez, vous savez comment notre État fonctionne. Vous pensez que l'État n'est pas au courant de ce que vous faites? Ben, ils sont au courant de tout. Ce n'est pas pour rien qu'on a incendié nos bureaux en prenant des ordinateurs. Autant donner donc quelques... ce n'est pas pour rien qu'on a incendié nos bureaux, M. Dipitan, en prenant la peine de prendre des disques durs et des ordinateurs. Et depuis lors, aucun enquêteur n'est arrivé sur les lieux et pourtant une plainte a été déposée. Nous avons touché ce qu'il fallait toucher, mais aucun enquêteur n'est arrivé sur les lieux. Autant nous dire avec qui vous Donc, travaillez. on peut dire que, voilà, ils savent exactement... Ils savent exactement avec qui nous discutons, puisque nos téléphones sont sur écoute. Ils savent quand nous sommes dans des rencontres. Vous faites aussi peur? Écoutez, il est clair que si nous ne faisions pas peur, nous ne devions pas être en train de subir à ce jour. Si nous ne faisions pas peur, nous ne devons pas être en train de subir, comme je l'ai dit. Mais nous sommes dans une organisation discrète qui sera révélée au moment opportun. Elle est de gauche ou de droite? Je voudrais dire que... Bon. Écoutez, laissez nouveaux concepts de gauche, de droite, de politique, de d'autres nations importées et appliquées chez nous. C'est véritablement, parce que j'ai du mal, c'est véritablement pour identifier votre approche idéologique, pour essayer de, peut-être pas faire une forme de classification, mais d'essayer de voir un peu la marche depuis 2010 que vous avez officiellement entamé ce combat politique jusqu'à aujourd'hui, voir quel sera le sens. Je pense que cette inquiétude est peut-être partagée par les téléspectateurs également. Écoutez, bien situer, pouvoir situer vous savez que nous sommes un parti social-démocrate, vous le savez, c'est notre idéologie, c'est notre combat de tous les jours. Et puis, il faut savoir, M. Dipitan, nous sommes dans une démarche de coalition avec plusieurs formations politiques. Mais dans coalition, il faut toujours se poser des questions. Qu'est-ce qu'on met dans coalition? Parce qu'on ne se lance pas dans une coalition. Des gens vont vous dire, par exemple, nous voulons le fédéralisme. D'autres vous disent, nous voulons la décentralisation. D'autres vous disent encore, nous sommes pour que Biya reste. D'autres vous disent que... Mais ce n'est pas avec tout ce monde que nous allons faire une coalition. Donc, il faut déjà avoir des points communs sur lesquels nous pouvons tabler pour le bien de la nation. Et ensuite, nous nous asseyons autour d'une table. Sinon, nous serons autour d'une table avec des personnes qui, à la dernière minute, vont vous dire « Bon, moi, je soutiens la candidature de M. Biya. » Et vous faites comment? Vous avez donné les noms de ces personnes. Ils sont dans une sorte de coalition avec vous. Vous allez discréditer ce que vous êtes en train de faire. En autre terme, vous êtes en discussion à condition que les principes de base que vous avez institués soient respectés. Non, pas nous, forcément. C'est-à-dire les principes de base institués par l'ensemble des acteurs qui sont sur la table. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous sommes en année électorale. On commence le 25 mars, le week-end, avec les sénatoriales, et puis on aura les municipales, législatives et les présidentielles. De prime abord, quelle observation globale faites-vous? On a le sentiment que ça ne décolle pas. Je veux dire, peut-être parce que déjà les sénatoriales sont une élection indirecte. Moi, on ne ressent pas cette vibration-là au sein des partis politiques. On n'a pas l'impression que les partis politiques ont déjà entamé le branle-bas pour soulever les foules. Écoutez, les partis politiques, les états-majors sont certainement dans des laboratoires, comme on aime le dire. Ils sont en pleine préparation. Les partis sont sur le terrain, vous le savez, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en pleine campagne d'installation de
nos organes. Vous savez, après le second congrès que nous avons eu, nous réinstallons, n'est-ce pas, les nouveaux bureaux. Oui, ce sont des renouvellements. Nous réinstallons les bureaux qui ont été des personnes qui se sont vues, n'est-ce pas, confier des responsabilités au sein des bureaux. Nous le faisons. Donc, chaque état-major prépare conformément à sa stratégie de déploiement ses actions. Il faut le dire, vous savez que la campagne électorale au Cameroun ne dure pas plus de 2 semaines, officielle. Donc, mais toutefois, si vous commencez une véritable campagne, vous courez le risque qu'on vous dise que vous étiez déjà en campagne et qu'on suspende votre candidature. Il faut savoir que nous sommes dans un état où les gens utilisent tout prétexte pour vous disqualifier de la course. Et je crois d'ailleurs que voilà, les partis politiques qui concourent, n'est-ce pas, aux prochaines échéances font attention à cela. Alors pour vous, quel est l'ordre de priorité en termes d'élections? Les élections locales, les élections nationales présidentielles, qu'est-ce qui pour vous serait prioritaire? Pour nous, le calendrier doit être respecté. Nous n'avons pas de priorité. Le calendrier doit être respecté. Nous sommes dans un état, nous ne pouvons pas nous fixer des priorités en fonction du changement de notre veste. Nous devons respecter la loi établie et le calendrier. Voilà. Toutefois, si l'élection municipale est organisée avant, nous sommes prêts. Législative, nous sommes prêts. Si la présidentielle est aussi organisée, nous sommes aussi prêts. Les sénatoriales, c'est le 25. Donc, le week-end. Évidemment, je ne vous demanderai pas en faveur de quel parti ou alors de quel sénateur vous voterez, même si je suis bien tenté. Hein. Vous savez déjà que le Sénat est une institution qui va disparaître avec l'arrivée du PURS au pouvoir. Ah bon? Oui. C'est dans votre projet? C'est dans notre projet. Le Sénat va devoir... qu'il est inutile. Le Sénat va devoir disparaître, mais nous allons remplir notre devoir de citoyen. Vous savez, quand on est citoyen, même si la loi est mauvaise, on la respecte d'abord, et puis ensuite, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Nous allons remplir notre devoir de citoyen, nous allons l'exercer, notre devoir de... Je rappelle que dans le littoral, où d'ailleurs vous êtes électeur, il y a 7 candidats, 7 partis tout au moins qui engagent leur candidat pour ces Sénats. Mais ce que je retiens davantage dans cette intervention, c'est que vous dites que le Sénat est une chambre qui ne sert à rien. Budgétivore et qui ne sert à rien au Cameroun. Donc, après notre prise de pouvoir, au lendemain de notre prise de pouvoir, c'est une des chambres qui va disparaître. Et voilà. Alors, il y a municipal législatif, je l'ai dit. Allez vous présenter 360 candidats dans les 360 communes pour les conseillers municipaux. Nous avons lancé une campagne de 300 maires et 100 députés. Vous savez que nous avons 360 communes. Absolument. Et nous estimons que si aujourd'hui les jeunes prennent d'assaut les communes, commencent à manager les communes, parce que c'est le pouvoir local qui, développe la ville, nous allons connaître autre chose au Cameroun. Et si nous prenons d'assaut le Parlement avec 100 députés sur 180, vous allez voir que les lois qui seront votées au Parlement seront des lois en faveur de la population. C'est-à-dire que je ne veux pas revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le constat, sur ce qui est fait présentement, parce que nous nous projetons dans l'avenir. Nous nous disons, par exemple, au sein du PURS, nous voyons le Cameroun en 2050, un Cameroun de 100 millions d'habitants. Et notre projet répond déjà à un Cameroun de 100 millions d'habitants. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes plus dans qu'est-ce que Biya n'a pas fait, qu'est-ce que Biya a fait, qu'est-ce qu'il va encore faire, parce que Biya en lui-même, avec tout le système, est un échec. C'est-à-dire, je ne veux plus parler de catastrophe. C'est un échec. Donc, nous ne pouvons pas continuer à nous questionner sur le fonctionnement des chambres, le fonctionnement des ministères, le fonctionnement de ceci et cela, parce que nous savons déjà le résultat après le diagnostic posé. Aujourd'hui, nous sommes dans la projection de la construction. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez voir que nous sommes beaucoup plus dans l'offre
que nous avons pour le Cameroun que dans la critique de ce qui est fait depuis plusieurs années que M. Biya est au pouvoir. Vous avez dit votre démarche, c'est 300 jeunes pour les communes, 100 jeunes pour les députés, pour la députation. Nous voulons présenter au moins 300 jeunes pour les communes et 100 pour les députés. Alors vous êtes dans le phénomène, je le dis entre guillemets, du jeunisme, cette tendance à vouloir rajeunir la classe politique qui, comme une vague, est apparue au Cameroun et a fait naître une nouvelle classe. Je ne sais pas si c'est apparu au Cameroun comme une vague, M. Dipita, vous le dites si bien, nous sommes sur le terrain depuis 2008 et nous avons obtenu notre légalisation en 2010. À cette époque, je ne sais pas si on parlait de vague. Nous n'avons pas attendu que des jeunes deviennent présidents dans leurs différents pays pour entrer en politique. Là, on vous parle des personnes qui avaient 27, 26 ans. Vous allez comprendre que déjà à cet âge-là, nous nous sommes lancés, nous nous sommes engagés, nous avons commencé à faire du terrain parce que nous croyons en quelque chose de différent pour notre nation, parce que nous croyons que notre nation a un avenir, parce que nous croyons que nous pouvons construire ce pays. C'est pour cette raison que depuis 27 ans, nous sommes sur le terrain politique. Nous n'avons pas attendu des autres se lancer pour dire que voilà, c'est parce qu'il y a une vague que... Et notre discours est d'ailleurs clair. Le rajeunissement de la classe politique, depuis longtemps nous le disons. Et vous voyez que nous arrivons déjà à avoir, n'est-ce pas, des jeunes qui s'engagent, tant dans la société civile comme dans les partis politiques. Je me souviens encore en 2010, lorsque je faisais des plateaux télé et radio, plusieurs se moquaient de moi, d'autres disaient « Ah, celui-là, il est déjà mort, on va le tuer, écoutez ce qu'il dit, vraiment, c'est un bébé au lait. » Écoutez, mais aujourd'hui, je me félicite de plusieurs avancées dans la pensée de certaines personnes. Je reçois des félicitations, je reçois des ralliements, des personnes qui me disent, nous venons parce que nous te voyons depuis des années. Nous venons parce que la démarche est claire. Nous venons parce que depuis plus de 10 ans, vous êtes là. Et depuis plus de 10 ans, vous invitez, vous appelez au rajeunissement de la classe politique. Depuis plus de 10 ans, vous appelez à la conscientisation des Camerounais. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons derrière vous. Aujourd'hui, Monsieur Dipita, nous avons plusieurs aînés qui ont rejoint notre combat et nous sommes fiers de constater que depuis toujours, des gens nous observent, mais ils ont décidé de passer de la phase d'observation à acteur. Vous, Président, que feriez-vous au lendemain d'octobre 2018? Écoutez, je vais dans un premier temps finir avec les 63 ministères que nous avons, les réduire à 10 ministères, parce que vous savez que le train de vie de l'État aujourd'hui est... Est-ce que ce n'est pas le besoin davantage qui exige ce format en termes de consistance gouvernementale? Ce n'est pas le besoin, c'est le management, M. Dipita, parce que vous avez 4 ministères pour 4 ministères qui pourraient devenir un seul ministère pour plus ou moins une même fonction. Vous avez des ministères qui sont divisés en deux, tout simplement parce que le Cameroun est devenu un gâteau qu'on partage. On doit contenter des familles et puis voilà, ou alors des régions pour rester, pour continuer à manager le pays. Donc, il faut déjà réussir, n'est-ce pas, à réduire le train de vie de l'État et ça commence par un exemple. Les gouvernants doivent prendre la mesure de la chose car l'importance, on ne devient pas président ou ministre pour se servir. On devient président ou ministre pour servir. Ce n'est pas un lieu où on va faire fortune. C'est triste de constater qu'au Cameroun, le Cameroun est l'un des rares pays au monde où les fonctionnaires sont plus riches que le personnel du privé. C'est grave comme constat. Et vous comprenez qu'il est clair qu'une réforme profonde du secteur de la justice est importante aussi au lendemain de notre prise de pouvoir parce que nous devons continuer la lutte contre la corruption. Sans omettre que ce que nous allons faire les 2 premières années, comme nous l'avons dit, nous allons injecter 2000 milliards dans le secteur de l'agriculture pour solidifier le grenier camerounais. Parce que les réformes qui vont venir, M. Dipita, elles seront dures. Et parce qu'elles seront dures, les Camerounais ne doivent pas avoir faim. Donc nous allons, durant les 2 premières années, solidifier le grenier camerounais et lancer, n'est-ce pas, les réformes applicables pour le Cameroun. Vous avez dit 2000 milliards qui sortent de quelle niche?
Alors, les niches, elles sont nombreuses. Je peux, par exemple, vous prendre l'état général, les états généraux des finances que nous allons faire tout de suite à l'arrivée au pouvoir. Vous savez combien on tirerait des états généraux des finances? 18 000 milliards. Ça consisterait déjà en quoi, les états généraux des finances? Évidemment, avoir toutes les poches où il y a des fuites, les taxes douanières, les impôts et tout ce que vous imaginez. Donc, toutes les poches où il y a des fuites d'argent. Vous les avez déjà identifiées? Nous avons identifié. C'est pour cette raison que nous parlons. C'est pour cette raison que nous donnons même. Quelles sont-elles, ces poches? C'est pour cette raison que nous parlons. Nous donnons même déjà des chiffres. Vous avez au niveau de la douane énormément d'argent qui disparaît. Ça, c'est vague, hein? Vous avez, ce n'est pas vague, c'est du concret. Vous voulez des détails, je vous en donnerai. Okay. Vous avez au niveau des impôts énormément d'argent qui disparaît. Vous avez des salaires des fonctionnaires fictifs au Cameroun. Vous avez des dépenses qui sont liées à l'article 2 au Cameroun, qui sont chiffrées à beaucoup de milliards. Des avantages liés à la fonction. Davantage liés à la fonction, qui sont chiffrés à beaucoup de milliards. Ceci, c'est juste quelques exemples que je vous donne. Mais lorsque vous prenez cela, vous essayez d'évaluer, vous avez des chiffres. Nous sommes à ce jour à plus ou moins 18 000 milliards que nous pouvons empocher et réinvestir, n'est-ce pas, dans les secteurs liés au développement au Cameroun. C'est un peu comme dans le secteur de l'éducation, lorsque nous parlons de la gratuité de l'école, du financement de tout ce que nous allons faire, des gens nous disent, mais vous allez prendre l'argent où? Et nous l'avons d'ailleurs dit, M. Dipita, nous allons créer une taxe domestique, et puis une autre sur les produits manufacturés pour financer. Vous voulez réduire d'une part et puis créer d'autres taxes? C'est justement la compréhension que toute personne a tout de suite lorsqu'il comprend parler de taxes. Mais il s'agit de quelle taxe en réalité? Lorsque nous parlons d'impôts domestiques, nous parlons des produits, des ressources naturelles que le Cameroun possède. Le Cameroun a du pétrole, M. Dipita. Le Cameroun a du bois, M. Dipita. Le Cameroun a de l'or, du diamant, de l'uranium et du gaz. Le Cameroun a bien d'autres. Et sur ces produits, nous mettrons une taxe pour financer uniquement l'éducation. Il ne s'agit pas des foyers que nous allons taxer. Il s'agit de ces produits. Et nous allons plus loin en disant que sur les produits manufacturés, c'est-à-dire tout produit transformé au Cameroun, une taxe sera encore prélevée là pour financer l'éducation. Et ces taxes nous donneront autant de milliards que vous pouvez imaginer. Mais vous le dites bien, ce sont des richesses naturelles, mais qui ont besoin d'investissement pour être exploité. Donc, il faut déjà trouver cet argent pour exploiter ces richesses. C'est quoi le procédé? Un peu comme en ce moment, avec des partenariats chino-camerounais? Écoutez, nous allons beaucoup plus... Et puis après, vous dites, vous allez imposer... nous allons beaucoup plus travailler dans des partenariats publics-privés, PPP. Nous allons beaucoup plus travailler dans ce sens. Parce que vous savez... nous avons une mauvaise expérience de la gestion de la chose au Cameroun. Dans toutes les sociétés où l'État camerounais, pour l'instant, n'est-ce pas, s'est jeté dans la gestion, la catastrophe, c'est la catastrophe que nous constatons par la suite. Donc, il faut réussir, n'est-ce pas, à travailler avec des entreprises, tout en fixant les règles du jeu, parce que c'est nous qui les fixons, en fixant les conditions de participation même de ces entreprises. Et les entreprises qui viendront avec leurs capitaux, nous allons leur dire, voilà comment vous allez entrer en possession de votre capital et des intérêts qui vont avec. Mais l'État restera avec ceci. Donc, M. Dipita, le problème du financement de tout ce que nous allons faire n'est pas un souci, c'est une équation déjà résolue. Nous savons exactement où est-ce que nous allons prendre de l'argent pour faire quoi. Nous savons comment est-ce que nous avons... Le Cameroun va se développer de gré ou de force, parce que nous avons la volonté de construire cette nation. Et comme je vous l'ai dit, vous le savez, nous sommes pour une décentralisation réelle. Et nous avons un projet, celui que vous voyez, qui est une vision globale de ce que nous allons faire. Vous avez le résumé du projet, vous pouvez même l'avoir, le projet complet qui est de 400 pages, vous pouvez l'avoir. Mais nous avons aussi un programme, parce que le développement, nous allons le faire par région. Parce que chaque région sera dotée d'un développement spécial, parce qu'il faut limiter l'exode rural, M. Dipita. Il faut réussir à développer les régions, les villages, et même les agglomérations, pour que chacun se sente à l'aise où il
ils se trouvent, qu'ils ne se disent pas « je me déplace pour aller chercher du travail à Douala ou à Yaoundé ou encore à Bafoussam ou à Ngaoundéré ». Donc, des gens doivent pouvoir être à l'aise où ils sont. Mais cela part d'une vision. Et cette vision, nous l'avons. Cette vision, nous l'avons couchée sur du papier. Cette vision, vous l'avez à ce jour. Évidemment qu'on ne perdra rien à attendre. Encore faudrait-il déjà gagner les élections de 2018. Cela dit, parlons d'une autre forte actualité politique, économique et sociale, résumée en un, la crise anglophone, dont l'optimum, si je peux le dire comme ça, a démarré en octobre, sachant que la crise en elle-même, du moins les relents de cette question datent des années 60, donc on les situe à 61. De prime abord, j'aimerais un peu avoir la lecture que vous en faites aujourd'hui. Vous dites, comme certains, au niveau du gouvernement, il n'existe pas de problème anglophone au Cameroun. Il s'agit de quelques, je ne vais pas dire jaloux, ce serait léger, mais quelques personnes qui ne sont pas forcément satisfaites de voir que Paul Biya est au pouvoir, qui voudraient déstabiliser le Cameroun. Vous le dites également? Non, nous ne le disons pas. Ce que nous disons, c'est que 36 ans de pouvoir de Biya ont réussi à créer une crise du vivre ensemble camerounais. Et là, certaines personnes sollicitent la partition du Cameroun. C'est l'échec, en fait, ça fait partie des échecs politiques de M. Biya. Parce que, comme vous le savez, le problème anglophone n'est pas un problème, le problème du sud-ouest ou du nord-ouest, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est depuis les années 60. Et là encore, M. Dipita, vous allez comprendre pourquoi nous parlons beaucoup de refondation du système éducatif. Parce que on gouverne un pays avec une vision et des prévisions. C'est des problèmes qui existent depuis toujours. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que ces problèmes disparaissent? Est-ce que l'histoire du Cameroun a été apprise aux Camerounais? Est-ce que les Camerounais connaissent la véritable histoire du Cameroun? Est-ce que ce qui est dit aujourd'hui en zone anglophone et en zone francophone, c'est en réalité ce qui se passe? Parce que vous le savez, certaines personnes disent, certaines langues dans la zone anglophone, que voilà, ils ont acquis leur indépendance en 61 et l'émissaire qui venait leur délivrer le courrier a été arrêté par le gouvernement francophone et a récupéré le courrier et aujourd'hui ils se battent pour... mais qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que si les Camerounais connaissaient en réalité leur histoire, nous en serons là aujourd'hui? Il faut se réconcilier avec... Est-ce que dans le système éducatif camerounais, on a préparé ce problème? Est-ce qu'on a essayé de donner des solutions à ce problème? Parce qu'aujourd'hui, le Camerounais vivant au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, à l'ouest, devrait savoir pourquoi il est Camerounais. Le Cameroun va d'où à où? Depuis combien de temps nous sommes de tel, nous avons une frontière de 475 000 carrés. Depuis combien de pour vous, n'existe pas un problème anglophone. Il y a tout un ensemble de questions qu'il faut régler. Écoutez, c'est une crise qui peut se constater aussi dans d'autres régions du Cameroun, mais il y a un problème qui est réel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, sauf que les acteurs qui sont appelés à résoudre ce problème et qui sont nos gouvernants n'ont pas la capacité de gérer ce problème, puisqu'ils sont là depuis l'origine du problème. Donc, ils savent exactement qu'ils ont échoué. Et échoué, aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de regrets les enlèvements qui ont commencé. Vous savez, dans une crise comme celle-là, on connaît quand elle commence, mais on ne connaît pas quand elle se termine. Et puis, en plus, vous avez plusieurs fractions de personnes, de groupes qui se créent, qui ne répondent plus au commandement d'un groupe principal, mais qui se disent, voilà, peut-être à partir de ceci, nous pouvons réussir à tirer notre épingle du jeu, parce que là encore, il y a un problème. Est-ce que les Camerounais ont été préparés à affronter ce genre de situation? Est-ce que nous avons reçu ce qu'il fallait dans notre système éducatif pour faire face à ce genre de problème? Et quelle appréciation faites-vous de la gestion des pouvoirs publics de cette question jusqu'à présent? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que les pouvoirs publics jusqu'à présent ont échoué, ont complètement échoué.
clair que nous avons fait des propositions dès le départ de cette crise. Nous avons demandé au pouvoir public de mettre autour de la table des religieux, des chefs traditionnels, des acteurs de la société civile et des acteurs politiques pour discuter dans le fond de ce qui se passe comme la conférence nationale. Et trouver des solutions de sortie de crise. Parce que quelle que soit la solution, une autre tripartite, quelle que soit la solution qui sera trouvée, ce sera une solution de sortie de crise. Okay. Parce que la solution définitive ne se trouvera pas tout de suite. Elle se travaillera et elle se trouvera solution définitive dans notre système éducatif, comme nous le disons. Donc nous avons fait cette proposition. Et nous sommes allés même plus loin en disant qu'une force tampon camerounaise doit être créée par des hommes politiques camerounais. C'est-à-dire que le gouvernement doit prendre la mesure du possible. Force tampon, c'est quoi le concept? C'est éviter qu'on nous impose une force venant de l'étranger. Parce qu'à partir du moment où il y aura des débordements, les acteurs politiques nationaux ne pourront plus rien. Le gouvernement ne pourra plus. Et concrètement, ça consiste en quoi? Ça consistera, n'est-ce pas, à avoir une force qui ne soit pas du gouvernement et même des séparatistes, mais qui essaye de discuter avec les deux parties et apporte des solutions autour d'une table de sortie de crise. Donc voilà un peu pour qu'il n'y ait pas de débordement, qu'on ne constate pas que l'armée est en train de tirer de l'autre côté, qu'on ne constate pas aussi que les extrémistes sécessionnistes sont en train d'agir. Donc un peu une force qui se mettra au milieu des deux. Donc vous êtes... Sinon, je vous ai coupé, excusez-moi. Oui, sinon, on va nous imposer une force. Et dès qu'on nous l'impose, les positions vont se consolider, les positions vont durcir. Et si les positions se durcissent, nous allons courir vers, je ne le dirais pas, peut-être une perte du parti, du territoire national, ce qui n'est pas à cautionner parce que nous ne sommes pas pour une perte du parti, d'une partie du territoire national, nous sommes pour le retour, n'est-ce pas, à la normale dans notre pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en faveur pour la résolution de cette crise, entre autres, pour une décentralisation poussée. C'est quoi le contenu? C'est quoi la différence avec la décentralisation accélérée? Je ne sais pas comment il a dit, le président de la République. Je crois qu'il a dit accélérer le processus de décentralisation. C'est quoi la nuance? Le problème avec les déclarations de M. Biya et les projets qui sont mis sur pied par M. Biya, c'est que ces projets n'aboutissent pas. C'est ça le problème, M. Dipita. C'est-à-dire que vous pouvez même utiliser les mêmes mots, mais avoir d'autres acteurs qui vont réaliser ces projets parce qu'ils ont une autre volonté, une autre détermination à trouver des solutions. M. Biya, lui, il fait des annonces. Voilà, et puis il a des personnes qui, autour, essayent d'habiller, n'est-ce pas, ces annonces, et puis rien n'est fait. Vous savez quand même que c'est depuis 1996 que nous sommes un État décentralisé. C'est quand même triste de constater qu'il y a un ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On vient, on le divise encore en deux, on crée un autre ministère de la décentralisation, comme pour dire que la décentralisation sera accélérée. Pourquoi le ministère ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans un État décentralisé depuis toujours? Donc ça, c'est un problème. Donc, et je vous l'ai dit, nous ne sommes plus dans cette phase où nous allons faire des constats de ce que M. Biya. Mais c'est pour dire que la différence simple est que désormais avec nous, le pouvoir va appartenir, le pouvoir local sera, n'est-ce pas, réel. C'est-à-dire que les populations vont devoir élire leurs dirigeants et ces dirigeants vont travailler pour ces populations. Mais nous allons, comme nous l'avons dit, faire disparaître des postes comme délégués du gouvernement qui n'existera plus, les postes de gouverneurs même qui ne doivent plus exister parce que la population doit désormais élire ceux qui doivent diriger cette population et ces personnes doivent avoir les mains libres, M. Dipita, pour travailler parce qu'il nous faut une véritable décentralisation réelle pour construire, n'est-ce pas, nos villes et nos villages. Au-delà de ce schéma, on constate ou on observe qu'il y a quand même une certaine partie de la population qui semble adhérer au discours d'abord fédéraliste, mais plus grave, sécessionniste. Il y a des gens aujourd'hui dont on observe, tout au moins à travers les rapts, les enlèvements et autres attaques. Comment faites-vous pour atteindre cette cible-là? Quel discours allez-vous entraîner à ce niveau pour, pourquoi pas, les ramener à la raison?
Il est simple. Nous avons d'abord fait un constat et nous discutons d'ailleurs avec plusieurs. Et plusieurs sont en train de revoir leur position, Monsieur Dipita. Parce que ce que les gens veulent, plusieurs de ces personnes sont en train de revoir leur position. Nous discutons avec plusieurs. Nous avons des membres dans ces partis du Cameroun, vous le savez. Et nos membres discutent avec plusieurs. Nous-mêmes, nous faisons des descentes là-bas. J'en ai discuté personnellement avec un groupe de personnes dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Vous savez, ce que les populations veulent en réalité, c'est le bien-être. Ils veulent vivre dans d'autres conditions. C'est-à-dire que quand on vient vous parler de fédéralisme, on vient vous parler de décentralisation, quand on vous parle de tout ce que vous voulez, ce que les gens veulent en réalité, c'est vivre dans des meilleures conditions. Et ces meilleures conditions, vous le savez, M. Biya ne peut plus les offrir. M. Biya n'a plus cette offre-là pour ces personnes. Donc il est clair que des gens vont se radicaliser tout simplement parce que ils n'ont pas ce qu'ils veulent. À défaut d'avoir ce qu'ils veulent, ils se contentent des raccourcis. Quand vous entendez M. Biya ou alors les personnes autour de lui vous dire que le fédéralisme n'est pas discutable, n'est pas négociable, mais on est où? La forme de l'État est négociable. Mais ça doit faire partie d'un projet porté par des entités politiques et qui vont peut-être concourir à un suffrage et peut-être, qui sait, remporter une élection et appliquer dans ce projet-là. On ne peut pas dire que la forme de l'État n'est pas à revoir. La forme de l'État est à revoir. Si d'autres ont réussi à changer la forme de l'État, je ne parle pas, lorsque je parle d'autres, je parle de M. Biya, il a réussi à changer la forme de l'État sans passer par le couloir normal. Combien de fois un débat autour, n'est-ce pas, de la forme de l'État qui nécessite, n'est-ce pas, l'application des élus du peuple. Donc, vous comprenez qu'il est important aujourd'hui, ces personnes, ce qu'ils veulent, ce n'est pas surtout le fédéralisme ou encore même la décentralisation, c'est le bien-être. Ils veulent vivre dans des meilleures conditions. À partir du moment où nous allons leur offrir des meilleures conditions, vous allez voir que le débat sur la décentralisation, sur la sécession, sur le fédéralisme, sur je ne sais quoi d'autre, s'arrêtera. La question fondamentale, qui est la forme de l'État, le gouvernement a donné sa position. Maintenant, le cadrage technique, tout au moins en termes de ministère, en termes de réaménagement ministériel, ça ne vous dit rien? Vous pensez que l'ancien ministère ne pouvait pas résoudre cela? Puisque dans l'ancien ministère, il y avait la décentralisation. Je vous renvoie la question. Pourquoi est-ce que l'ancien ministère ne l'a pas résolu? Ce n'est pas en créant un ministère de plus que nous allons trouver des solutions. Monsieur Biya, pourquoi il n'est pas descendu au sud-ouest ou au nord-ouest depuis le début de ces crises? On parle de dialogue, on ne parle pas de ministère, on ne parle pas de création d'entités pour résoudre ce problème. On parle de dialogue parce que nous avons besoin de sortir de crise et que lorsqu'on parle de solution de sortie de crise, nous parlons de dialogue. Nous allons dialoguer et ensuite nous allons voir si au sorti du dialogue, nous avons besoin de d'autres ministères, nous avons besoin de d'autres entités, mais on crée dans ces entités pour donner une réponse à un problème qui est réel. Bon, lorsque une crise s'élèvera ici au littoral, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau ministère de la pêche ou un nouveau ministère de je ne sais quoi. Non, il faudrait que nous soyons sérieux, M. Dipita. Ce n'est pas en créant, en ajoutant des institutions, en créant des ministères que le problème de cette crise anglophone sera résolu. Il faut dire que lorsqu'on parle de crise, c'est une fracture du vivre ensemble camerounais que nous constatons. Et nous devons tous œuvrer pour que cela trouve solution. Alors, un peu à côté de cette crise, puisqu'on en sort, dans la mise en œuvre des institutions républicaines, le président a également, enfin, j'ai failli dire, 22 ans après, créé le Conseil constitutionnel et il a désigné les personnes qui désormais conduisent cette institution, j'ai failli dire, importante dans le mécanisme institutionnel, effectivement. Et d'ailleurs, le Conseil a pu faire ses premières audiences à l'occasion des élections sénatoriales, dans le contentieux préélectoral. À l'issue de tout ce processus-là, vous dites, on peut faire confiance en ce conseil, aux personnes qui ont été désignées, ils ont montré leur capacité, leur maturité à pouvoir éventuellement gérer les grandes questions qui pourraient être de leur ressort, sachant qu'ils sont les garants de la légalité
des règles entre les différentes institutions? Non, confiance, non. Mais c'est une avancée que ce conseil soit mis en place. C'est une avancée. Mais la confiance, je ne pense pas que nous devons faire confiance à ces personnes. Mais l'institution est déjà là, nous nous en félicitons, nous félicitons l'arrivée de cette institution qui remplit, n'est-ce pas, le parcours démocratique du Cameroun. Donc, pour vous, procès d'intention à l'égard de ceux qui ont été désignés? Écoutez, ceux qui ont été... Qu'est-ce qui vous empêche, ou du moins, qu'est-ce qui vous... Je vais le dire comme ça, empêche de leur accorder cette confiance naïve? Une confiance naïve. Vous savez, nous sommes en politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Biya n'a pas l'intention de quitter du pouvoir. Ce qui est de bonne guerre. On ne peut pas le lui reprocher. Il n'a pas l'intention de quitter du pouvoir, sauf que ce n'est pas une bonne guerre. Parce que s'il avait un brin d'amour pour ce pays, il accepterait tranquillement d'aller en retraite. Il poserait les jalons d'une élection libre, juste et transparente pour le Cameroun, afin que les Camerounais puissent choisir librement ceux qu'ils veulent, qui puissent diriger, n'est-ce pas, le Cameroun. Ça, c'est quelqu'un qui aime la nation, qui aime le pays. Maintenant, procès d'intention, confiance naïve, nous ne pouvons pas accorder une confiance naïve à ces derniers. Il est impossible. Mais nous disons, M. Biya n'a qu'à devenir lui-même président du Conseil constitutionnel. Parce qu'en outre, les figurants qui sont là, ils remplissent l'ordre de M. Biya. Nous sommes en train de nous organiser et nous allons le battre avec toutes ces institutions. Par ces institutions. Donc il faut le dire, aujourd'hui nous ne sommes plus dans un schéma de est-ce que ces gens sont crédibles? Est-ce que ces gens peuvent changer? Est-ce que nous pouvons les faire, bataille, tout de go. Est-ce que nous pouvons les faire fléchir en notre faveur? Non, il ne s'agit plus de ça. Nous sommes dans une organisation pour amener ces gens à constater qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière. Les résultats sont là. Les résultats parlent en notre faveur. Nous sommes les gagnants. Nous sommes dans cette étape-là. Alors, sortons des questions purement politiques. On va dire un mot sur la vision ou alors la place que votre projet de société accorde à la diaspora. Et puis, on va relativement revenir sur des questions économiques. Pour vous, la diaspora camerounaise, que certains estiment à près de 5 millions de personnes reparties à travers le monde, quel est le mécanisme que prévoit le PURS pour légitimer, pour légaliser les apports de cette diaspora? Quand je dis légaliser ou légitimer, c'est-à-dire qu'on sait que pour l'instant, c'est pas tête chercheuse, mais je veux dire que c'est des actions isolées dans le cadre des relations familiales et autres. Mais quand on s'inspire un peu des autres diasporas au Mali ou en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit qu'il y a quand même des institutions mises en place pour accompagner l'apport étranger des nationaux. Non, notre projet est clair là-dessus. Il y aura toute une direction chargée, n'est-ce pas, de la question de la diaspora camerounaise. Il faut le dire. Et vous savez que nous allons résoudre ce problème de la double nationalité parce que nous ne pouvons pas empêcher les nôtres qui veulent faire des choses au Cameroun ou bien revenir au Cameroun par des histoires de bouts de papier qui voilà, leur interdisent ceci ou cela. Nous allons résoudre ce problème de la double nationalité et nous allons mettre sur pied toute une direction au ministère concerné pour les questions de la diaspora parce que la diaspora est un apport important. Monsieur Dipita, voyez-vous, vous avez dans la diaspora des voies économiques dont le pays a besoin et leur expérience acquise. Je ne vais pas parler de la quantité de médecins que nous avons à l'étranger ou la quantité de techniciens que nous avons un peu partout dans le monde. Mais écoutez, si cette diaspora participait un tant soit peu au développement du Cameroun aujourd'hui, parce qu'elle participe, elle participe de façon isolée. Je vais vous surprendre, M. Dipita. Si la diaspora camerounaise n'existait pas, croyez-moi, on serait déjà en guerre civile au Cameroun parce que chaque famille au Cameroun aurait compris dans quel pays nous vivons. Vous savez que dans la
diaspora, vous avez au moins un membre d'une famille sur deux qui est à l'étranger et qui envoie des Western Union et puis qui fait des transferts d'argent. Si ces familles ne recevaient pas ces transferts d'argent, les Camerounais seraient aujourd'hui à mesure de comprendre dans quel pays nous sommes véritablement. Vous comprenez? Donc cette diaspora participe déjà, mais elle peut faire beaucoup plus. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la famille, mais il s'agit de la construction d'une nation. Et la diaspora est importante, comme nous le disons, elle a une place très importante. Et nous comptons d'ailleurs travailler beaucoup avec cette diaspora. À côté de cela, il y a des relations bilatérales Cameroun-Chine. D'ailleurs, le président est en visite d'État en Chine en ce moment. On sait que les Chinois sont très impliqués dans un certain nombre de projets, des projets structurants. Aujourd'hui, vous, quel regard vous y jetez? Ce qu'on entend souvent, venant d'en bas, or ces Chinois, ils viennent nous prendre toutes nos industries, encore qu'on n'en a pas suffisamment, ils viennent nous prendre nos ressources naturelles, mais on ne voit pas beaucoup ou pas assez le retour. Ce que nous allons dans un premier temps faire, M. Dipita, c'est qu'il y a plusieurs accords qui ont été signés qui doivent être revus. Ça, c'est la première des choses. Mais toutefois, comme nous l'avons dit, le Cameroun doit connaître un développement dans tous les secteurs. Et cela partira d'un point fondamental qui est notre éducation. Vous savez que dans le temps, avant au Cameroun, il y avait des universités spécialisées dans chaque région. Nous allons revenir avec ces universités spécialisées dans chaque région. Parce que, voyez-vous, c'est trop facile de courir vers les partenaires extérieurs. Mais à l'intérieur aussi, nous pouvons avoir des techniciens pouvant réaliser ce que d'autres viennent faire. Mais nous devons les préparer. Nous devons les préparer. Les accords, ils sont importants. Nous avons besoin de discuter, de paraffer certaines choses avec plusieurs pays, conformément à notre nécessité, parce qu'il faut le dire, parce qu'une chose, c'est courir après des endettements, comme c'est le cas présentement, où le Cameroun court beaucoup plus vers la Chine, parce que la Chine donne beaucoup plus d'argent, et de l'argent qui est très mal utilisé, et qui après devient un problème pour les générations à venir, parce qu'il faut le dire, après vous avez des œuvres qui sont mal construites, qui n'ont pas un suivi réel des cabinets d'expertise qui font du contrôle, et puis 2-3 ans plus tard, nous recommençons et nous faisons avec les mêmes. Donc les accords doivent être revus. Nous avons besoin de la participation de tous les pays, conformément, je dis bien, à nos besoins. Parce que nous ne pouvons pas nous dire que voilà, parce qu'il nous faut travailler avec tel pays, nous allons juste signer des accords. Qu'est-ce qu'il nous apporte en termes de plus-value? Qu'est-ce qu'il apporte aux Camerounais en termes de plus-value? Est-ce qu'au bout de 5 ans, nous n'aurons plus besoin de lui? Est-ce qu'au bout de 10 ans, nous n'aurons plus besoin de lui? C'est pour cette raison que nous devons former nos enfants. C'est pour cette raison que nous devons former les Camerounais, de telle sorte que les Camerounais nous puissions créer de la richesse à partir de l'intérieur. Que lorsque nous partons signer des accords, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous êtes en position de faiblesse, lorsque vous allez quémander, alors vous pouvez signer tout ce qu'on vous présente sur la table. Parce que vous vous dites, non, il faudrait qu'on voile les yeux des Camerounais en réalisant tel projet. Mais ce projet, il coûte combien aux contribuables camerounais? Ce projet, il coûtera combien au bout de 20, de 30 ans? On nous a tant vanté des choses dans ce pays. Comment avons-nous réussi l'exploit de retourner après les ajustements structurels que nous avons connus dans le passé au FMI encore? Comment? Et on nous dit que nous avons réussi à signer les accords de partenariat économique pour lesquels, M. Dipita, j'ai fait une grève de la faim, vous le savez, invitant nos parlementaires à ne pas ratifier ces accords, à ne pas donner le cutus à M. Biya pour signer ces accords de partenariat économique. J'ai fait une grève de la faim. Au bout de 3 jours, on est venu nous déloger de l'endroit où nous étions. Nous disant comme quoi M. Biya a compris, il a dit. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces accords de partenariat économique? C'est-à-dire que nous courons vers des accords qui asphyxient notre tissu économique, mais nous les signons, nous les ratifions,
parce que à l'instant T, nous avons besoin du soutien de tel État pour conserver le fauteuil, nous avons besoin de ceci, peut-être pour engager des sous, pour investir dans des paradis fiscaux, ou alors créer des sous-sols avec de l'argent enterré quelque part. Mais c'est trop grave parce que nous ne pensons pas nation. Nous ne pensons pas au profit des Camerounais. À partir du moment où nous allons penser au profit des Camerounais, nous allons savoir que le tissu économique national est d'abord important. La première richesse que nous devons créer doit être nationale. Et nous allons comprendre que même le problème de l'endettement, nous allons réussir à résoudre cela. Nous n'allons pas nous endetter tout simplement pour le plaisir. Nous le disons, M. Dipita. Nous allons prendre le pouvoir en 2018. Mais nous le disons aussi aux Camerounais, après notre prise de pouvoir, les choses ne seront pas roses. Parce que M. Biya a détruit le Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Aujourd'hui, nous sommes endettés. Aujourd'hui, nous avons des projets qui sont des éléphants blancs que le contribuable camerounais est obligé de payer. Mais nous devons restructurer tous les secteurs d'activité du Cameroun. C'est pour cette raison que, comme je l'ai dit à l'entame de votre émission, nous allons d'abord solidifier le grenier parce que les réformes seront dures. Et ça consistera en quoi? La solidification du grenier? À promouvoir, à se lancer dans une agriculture, je ne dirais pas à outrance, hein, mais une agriculture solide pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, suffisamment à manger au niveau national. Et je ne voudrais pas citer un de nos partenaires politiques avec lequel nous travaillons sur ce projet beaucoup poussé, et vous l'avez d'ailleurs reçu, je crois, sur votre plateau. Mais nous sommes, ce sont les 2 premières années de notre prise de pouvoir. Nous allons solidifier le grenier camerounais parce que les réformes, nous allons les appliquer. 2 années sur combien? Autrement dit, vous laisserez le mandat à 7 ou vous le ramènerez à 5 ans? Disons que pour le premier mandat, nous allons le maintenir à 7 ans et après, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, une question, je ne vais pas dire périphérique, mais pourtant importante quand même sur la stabilité économique de nos États. Ça n'implique pas que le Cameroun. La question du franc CFA, quelle est la position du PURS là-dessus? Il y en a qui estiment qu'il faut absolument laisser tomber cette monnaie pour restructurer, solidifier nos États, faire aussi des économies, parce qu'on sait qu'on paye quand même assez chèrement le trésor français. Vous, le PURS, quelle est votre approche sur la question du CFA? Notre approche est claire. Nous avons dit nous devons laisser tomber le franc CFA. De façon unilatérale. C'est une monnaie qui asphyxie notre économie. Et il faut le dire. Mais alors, il y a des préalables, M. Dipita. Nous devons laisser tomber le CFA, mais il y a des préalables. Nous devons réussir à solidifier notre tissu économique national. Nous devons réussir à avoir une production importante pour pouvoir donner de la valeur à la monnaie que nous aurons. Parce que sinon, nous allons nous retrouver avec une monnaie qui n'a aucune valeur sur le marché parce que notre production même locale est égale à 0. Mais il y a des préalables, il faut le dire. Nous devons sortir du CFA, mais en remplissant ces préalables-là, que nous avons d'ailleurs énumérés. Alors, puisqu'on commence à la dernière partie de l'émission, peut-être un quart d'heure encore, je vous prendrai en 3 questions. La première peut-être en 1, concerne l'eau, les questions d'eau et d'énergie. Vous savez que le Cameroun a soif, hein, pour parler de façon triviale. Mais peut-être plus pertinemment, ou de façon plus pertinente, il y a la construction des infrastructures sportives. On sait que le Cameroun est engagé à la CAN de 2019 et visiblement, les inspecteurs de la CAF, qui reviennent assez souvent au Cameroun ces derniers temps, n'est-ce pas, ils observent, ils regardent et ils s'aperçoivent quand même que même si les choses semblent bouger, le rythme n'est pas systématiquement le bon. Voilà qu'ils sont tentés de revenir assez souvent. Un mot là-dessus, le Cameroun, sur les préparatifs, vous serez volontiers à la CAN de 2019? Alors, vous savez que le football au Cameroun, c'est quelque chose de spécial. Ça réunit tout le monde, ça réunit tous les Camerounais,
Nous aimons nos équipes et notre équipe Fagnon. Nous aimons bien assister à cette fête du football. Mais nous disons que la CAN a quand même des préalables. Le souhait serait qu'elle se réalise au Cameroun, mais alors voir que ce n'est pas une CAN imposée au Cameroun. Le Cameroun est allé en compétition. Le Cameroun a gagné la compétition et le Cameroun a eu le temps de construire les infrastructures qui devraient abriter cette CAN. Avec tout le retard que nous constatons, nous sommes tout simplement désolés de savoir qu'une nation comme le Cameroun est toujours en train de tout résoudre en plan d'urgence. C'est-à-dire qu'on fait tout à la dernière minute, même lorsqu'on a eu le temps. Mais c'est à la dernière minute que nous essayons de trouver des solutions. Donc c'est juste triste. Le souhait serait que la CAN se réalise. Ce sera certainement une belle fête, mais alors les conséquences, nous allons devoir les assumer après. Un mot sur les questions d'eau et d'électricité. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, plus de 63% des Camerounais vivent sans eau et plus de 80% vivent sans électricité. Et nous disons... C'est une enquête que vous avez menée? C'est une enquête menée et ce ne sont pas les chiffres de Serge Espoir Matomba, ce sont des chiffres réels. Et c'est triste pour un pays comme le Cameroun qui a un fort potentiel énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun peut devenir la première offre africaine en termes d'énergie. Ça, vous le savez. Et vous savez qu'en termes d'eau, bon, je ne dirais pas que le Cameroun est contourné de l'eau, ça est entouré d'eau, parce que vous le savez, le Cameroun a tellement d'eau pour que les Camerounais puissent vivre sans eau. C'est très grave et dans notre projet d'ailleurs, nous le signalons, nous disons que ce sera une de nos priorités, l'accès à l'eau potable et à l'énergie pour tous les Camerounais. Alors au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va organiser, l'espoir est de plus en plus fort, malgré les menaces de la CAF qui semblent se dissiper, organisé donc en 2019, on s'aperçoit quand même que le mouvement sportif camerounais dans son ensemble a du mal à prendre de l'envol. Le PURS ne parle pas beaucoup de sport, de loisirs. On n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Nous ne pouvons pas parler de jeunes sans parler de sport. Vous savez que le sport est généralement le plus pratiqué par les jeunes. Sauf qu'avec la désolation de notre pays, ou alors dans laquelle notre pays nous pousse, nous disons il faut mettre un accent particulier là-dessus. Vous voyez, M. Dipita, dans notre politique sportive, par exemple, nous disons que l'État ne peut pas construire plus de 4 stades au Cameroun. Ce que nous allons faire, c'est les stades qui existent, nous allons les aménager pour une bonne exploitation. Mais alors, les clubs, désormais, vont devoir avoir chacun d'entre eux un stade qui n'est pas construit par l'État, mais qui est construit par les clubs. Les clubs doivent fonctionner comme des entreprises. Il est inadmissible que les footballeurs camerounais puissent gagner 50 000, 100 000 francs. Et y a-t-il un mécanisme d'accompagnement pour financer tout ça? Écoutez, si vous n'avez pas de l'argent, ne créez pas un club. Ce sera simple. Soit vous créez, vous le gérez en association, soit vous le gérez en entreprise. Mais si vous n'avez pas d'argent, ne vous lancez pas dedans. Nous allons favoriser le climat des affaires. Ça, c'est une des choses qui nous tient à cœur. De telle sorte que chaque personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, puisse, n'est-ce pas, tirer son épingle du jeu. Ça, c'est ce que nous allons faire. Toutefois, pour revenir à ces infrastructures sportives, les clubs doivent se doter des moyens d'existence. Et lorsqu'on parle de moyens d'existence, on parle d'infrastructures. Et vous savez qu'on ne parle pas uniquement des clubs de football, on parle des clubs qui vont avoir peut-être des clubs de natation aussi, des clubs de tennis, des clubs de tout ce qui est du sport. Mais alors, ces clubs doivent avoir les moyens de leur politique. Nous allons être stricts là-dessus parce qu'il est inadmissible qu'on parle de professionnalisation du sport et que nous soyons toujours dans l'amateurisme. Comment est-ce que les jeunes qui pensent
émerger ou alors faire carrière dans du sport ils auront quoi comme référence? Ils n'auront que l'étranger. Ils voudront bien partir. Mais dans une véritable politique de décentralisation réelle au Cameroun, en imposant aussi ces règles-là aux différents clubs, vous allez voir que des jeunes vont jouer au Cameroun durant toute leur carrière. Sportifs ont quand même beaucoup de problèmes, que l'on soit au niveau du football ou dans les autres fédérations. On s'aperçoit que comment vous structurez tout cela, cette organisation-là? Écoutez, le ministère qui sera en charge va gérer le domaine réservé à l'État. Mais il doit se détacher de la gestion des associations. Merci. En un mot, pour finir, alors, vous direz, vous allez peut-être accompagner avec le mot de la fin, mais vous me prendrez ma dernière question. Vous direz de Serge Espoir Matomba, le candidat de la jeunesse? Le candidat de la jeunesse et de l'éducation, le candidat des Camerounais pour un meilleur Cameroun. Je voudrais dire et inviter chacun à lire l'offre politique que nous avons, à s'inscrire sur les listes électorales, à exercer son devoir de citoyen, parce que ce n'est que comme ça que nous allons réussir à changer 36 ans de dictature sans partage, 36 ans d'autocratie sans partage. Donc, ce n'est que comme ça que nous allons réussir à détrôner le système BIA mis en place. Merci beaucoup, Serge Espoir. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour partager avec vous la vie politique, mais également découvrir encore mieux ce que vous offrez ou alors proposez aux Camerounais. C'est moi qui vous remercie et je remercie toute la direction de votre chaîne de télévision et je vous félicite d'ailleurs parce que vous faites un beau travail. Merci. Nous vous accompagnons pratiquement tout le temps et félicitations. C'était le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS. Il était donc l'invité de Entretien avec ce soir. Merci, j'espère que vous avez eu l'occasion d'en savoir davantage, d'écouter peut-être une ou deux questions sur les projets, les réponses qu'il apporte. On espère que vous en avez certainement appris un peu plus. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec. STV, votre télé. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour et bienvenue, madame, monsieur. Tous les matins, faites le plein d'énergie avec votre matinale Good Morning Cameroun. The worst kind of We need a trade union like this. Information et divertissement. Découverte et musique à gogo. Avec Good Morning Cameroun, vos matinées ne seront plus les mêmes sur STV. Ce rendez-vous, culture, marché, astuces, santé et bonne humeur. Et on essaiera tout le long de ce programme de vous apporter beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'informations. On vous rappelle que c'est ça, justement, l'émission The Rendez-vous. Retrouvez toute la grande équipe pour plus de détails de lundi au vendredi de 10h à 12h en direct sur STV, votre télé.